À l'Observatoire des sciences de l'univers Loire-Atlantique, le ZUNA, à Nantes, et également co-coordinatrice de réseau Odysséil et Odysséieux. Et j'en dis pas plus, elle va vous expliquer tout ce qu'elle fait en ce moment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités avec Michel. C'est vraiment très agréable. Donc effectivement, je vais prendre la suite de Michel et on va essayer de partir un petit peu de l'autre côté, en fait, de partir de ce qui peut émaner des territoires et de comment est-ce qu'on peut faire pour finalement arriver à se rejoindre entre la sphère ONU, etc. et les territoires. Et donc, je vais vous illustrer donc, les deux projets Odysséieux et Odysséil que je copilote avec ma collègue Agnès Balzer, donc, qui est, comme moi, géologue, mais qui est maintenant professeure, elle, dans un laboratoire de géographie à Nantes, à Ligarin. Et donc, ces deux projets sont des projets qui tournent autour de la thématique de l'érosion côtière. Mais donc vous allez le voir, en définitive, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vous parler d'érosion côtière, même pas du tout, je pense, ou très peu. Par contre, donc, je vais essayer d'illustrer par différents exemples d'actions qu'on a menées au cours de ces deux projets et qu'on mène encore aujourd'hui. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à partir de données de territoire et de sciences qu'on fait sur le territoire, à embarquer la population locale et les décideurs locaux avec nous pour essayer de traduire ensuite toute cette science en action concrète pour les territoires. Alors, je vais simplement prendre l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on a commencé par mettre en place le projet Odysséieux donc en 2018. Et ce projet, on l'a monté donc, à l'Université de Nantes en partant d'un constat qui était commun donc à nous en tant que scientifiques, mais aussi à la municipalité de Lisieux et aux associations, qui était de se dire que finalement l'érosion côtière s'accentuait, qu'on entendait de plus en plus parler de hausse du niveau marin et que nos îles vendéennes, que ce soit Lisieux, donc où je suis moi, ou Noirmoutier, allaient être très directement concernés, et que finalement on manquait un petit peu de données, malgré le fait que ça fait longtemps qu'on l'observait et qu'on le savait, finalement on manque toujours constamment de données pour vraiment comprendre ce qui se passe et bien identifier les leviers d'action. Finalement, pour faire ça, souvent on fait appel aux scientifiques et on s'en remet littéralement aux scientifiques en se disant bon, ils vont nous trouver des solutions, ils vont instrumenter partout et puis ils vont nous sortir une solution du chapeau. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe et qu'effectivement, tout instrumenter l'île-dieu en entier, ça représente des coûts phénoménaux et une quantité de gens aussi derrière pour travailler sur les courantomètres, les houlographes, etc. phénoménal. Et ça, les moyens français de recherche ne le permettent absolument pas. En revanche, on a la chance sur nos îles d'avoir des gens qui se promènent, d'avoir des maçons qui construisent des maisons et qui creusent des fondations, d'avoir des marins qui sont autour des îles et qui observent en permanence comment fonctionne la houle, comment passent les courants, etc. Et que donc finalement, le plus pertinent et le moins énergivore, j'ai envie de dire, en fait, c'est de travailler tous ensemble et d'aller chercher au sein de la population les gens qui ont déjà fait les bonnes observations, et puis après d'essayer de les coordonner un petit peu de manière à ce que tout ça fasse de la science rigoureuse et fiable, et que ça ne reste pas un espèce de globi-boulga comme ça de gens qui ont observé des trucs mais qui ne savent pas trop à quoi ça correspond. Donc tout ça, finalement, ça donne de la co-construction de connaissances dont parlait Michel tout à l'heure. Alors le projet Odysséieux, il a commencé donc en 2018 et donc l'idée c'était d'abord de faire un état des lieux environnemental, donc évidemment au niveau côtier sur l'île-dieu, d'essayer de comprendre comment fonctionne l'érosion côtière sur l'île-dieu. Donc qui dit érosion côtière dit évidemment comprendre où sont les stocks de sable, comment se font les transports de sable d'un stock à l'autre ou d'un endroit à l'autre, où se forme le sable, etc. Et évidemment, pour faire ça, donc, il fallait qu'on aille chercher les connaissances qui étaient déjà sur le territoire, qu'on les agrège avec les connaissances scientifiques
qu'on avait déjà aussi. Moi, je suis sédimentologue, quand même, j'ai un petit peu fait mes études dans ce domaine. J'avais quelques notions, et puis après, il fallait mettre en place de la veille environnementale, parce que faire un état des lieux, c'est très bien, mais si on veut observer des dynamiques, il faut souvent observer sur le temps long pour comprendre véritablement comment les choses se passent et comment elles se sont passées, et pouvoir ensuite déterminer comment elles vont se passer dans le futur. Alors l'objectif final d'Odysseus, c'était d'essayer de mettre en place sur l'île-dieu une structure d'observation. Donc c'est exactement ce que nous proposait Michel, quand il disait que dans les villages et les petites communes, il faudrait vraiment des structures de sciences qui soient vraiment implantées dans les territoires. Alors je suis assez rassurée qu'on ait une dizaine d'années pour y arriver, parce qu'on travaille dessus depuis 2018, et pour l'instant je crois qu'on est encore assez loin du compte. Mais bon, ça, on a encore 10 ans devant nous, donc tout va très bien. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour travailler sur cette thématique? Évidemment, donc je vous parlais de temps long, c'est vraiment le fondement, c'est-à-dire que pour comprendre la dynamique environnementale, la dynamique sédimentaire autour de l'île-dieu, il fallait qu'on comprenne ce qui s'était passé il y a 20 000 ans, il y a 130 000 ans, et puis qu'on comprenne aussi ce qui s'était passé aujourd'hui, et puis qu'on observe ce qui allait se passer demain au fur et à mesure que ça se produit. Donc évidemment, on a travaillé à toutes ces échelles, et là on touche directement la transdisciplinarité, puisque finalement, quand on s'intéresse aux archives sédimentaires, là il nous faut des géologues. Dès qu'on passe sur des archives archéologiques, il nous faut des géologues, mais il nous faut aussi des archéologues. Les archives historiques, il nous faut des historiens, etc. etc. Donc l'équipe d'Odysseus, évidemment, c'était une équipe scientifique pluridisciplinaire et qui a travaillé en transdisciplinarité, puisque vraiment toute l'équipe a travaillé ensemble. Et surtout, n'oublions pas la dimension collaborative, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on a essayé d'aller chercher ce que la population de l'île-dieu pouvait apporter, que ce soit en ressources vives, j'ai envie de dire, ou justement en connaissances préexistantes du territoire. Alors moi, je vois ça vraiment comme, vous savez, les jeux pour enfants où on a une boîte et où il faut faire rentrer des pièces carrées, cœurs, etc. etc. Pour moi, la science collaborative, c'est ça. On peut pas mener on sait qu'un projet transdisciplinaire, ça a plusieurs facettes. Et il s'agit d'arriver à faire en sorte de trouver la bonne porte qui va faire rentrer chaque personne selon ses intérêts personnels dans le projet. Sinon, les gens, ils se retournent et puis en fait, ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas. Donc il faut réussir à trouver des portes d'entrée qui permettent un peu à chacun de trouver son intérêt dans le projet pour qu'il apporte ce qu'il peut apporter, et puis peut-être qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est à côté, qui l'intéresse aussi, et puis de fil en aiguille, comme ça, qu'on arrive à tisser notre bobine. Et donc c'était vraiment l'enjeu d'Odysseus, c'était d'arriver à créer ces portes. Et là, on avait quand même une chance phénoménale, c'est que justement, on travaille en sciences de l'environnement. Donc, il y a toujours plein d'axes différents. Je parlais tout à l'heure de l'archéologie, de l'histoire, etc. On a plein de possibilités. Alors, le projet Odysseus, donc, il a été fait comme ça, de cette manière, à imbriquer différents dispositifs qui concourent tous à alimenter un corpus de connaissances communes, et l'objectif, évidemment, étant de le rendre le plus robuste possible, ce corpus. Donc, voilà, on a vraiment essayé d'aller chercher tous les publics, de créer des dispositifs qui s'adaptent au public et non pas l'inverse, et essayer toujours de mettre en avant justement les connaissances et ce que pouvait apporter chaque participant, de manière à ce que personne ne se sente frustré ou ne se dise j'ai participé mais en fait ça sert à rien. Et donc là-dessus, on a passé un pacte un peu avec tous les participants et toutes les personnes qui rentrent encore aujourd'hui dans le projet, c'est que on est tous novices en fait en co-construction, on ne sait pas très bien comment faire. Certains vous diront que les Québécois sont très en avance, c'est un fait, mais en définitive, quand il s'agit dans un groupe comme on est aujourd'hui là, de co-construire, en fait on est tous novices et il faut tous l'admettre, qu'on soit scientifique, pas scientifique. On apprend ensemble et c'est ce qui va créer, c'est le fait d'arriver à apprendre ça ensemble qui va créer une bonne dynamique ou qui va créer au contraire un flop.
Alors maintenant, je vais vous décliner un certain nombre d'exemples, tout simplement. Donc si jamais vous avez des questions au fil de l'eau, moi ça ne me dérange pas du tout d'y répondre petit à petit. Et donc je vais continuer dans mon ordre chronologique. La première chose qu'on a fait, c'est de faire des campagnes géophysiques en mer, justement pour aller explorer un petit peu les stocks de sable qu'on avait au large de l'Île-Dieu. Donc on en a identifié plusieurs. Donc là, vous voyez ici en fausse couleur, là sont tous les trajets qu'on a fait autour de l'Île-Dieu, donc l'Île-Dieu qui est ici, qu'on a fait avec le bateau l'Haliotis. Donc le problème, c'est que le bateau Haliotis, c'est un tout petit bateau, on peut être grand maximum 3 à bord, et déjà c'est un petit peu serré. Donc c'était un petit peu difficile d'embarquer le public avec nous. Néanmoins, voilà, même dans cette toute première étape très très scientifique, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour embarquer le public avec nous. Et donc on avait en fait embarqué un des photographes de l'île qui a réalisé un blog et qui a comme ça diffusé au fur et à mesure de la campagne tout un tas de photographies et d'anecdotes. La fois où on a pêché une sole avec la benne à sédiments, la pauvre, on l'a attrapée par la peau du dos, elle a dû rien comprendre, mais voilà, tout ça c'était sur le blog d'Aurélien Curtet. Et donc ça nous a permis à la fois d'aller explorer ces stocks de sable, de voir quelles étaient leurs géométries, quelle est la composition des sables à l'intérieur, et en même temps donc de s'ouvrir vers le public. Alors ça, c'était vraiment la première étape. On s'est dit, bon, clairement, c'est pas suffisant. Ça montre juste qu'effectivement, quand on fait de la recherche fondamentale, on peut quand même essayer de la faire vivre au public. Mais après, ça, c'est pas de la science collaborative. Donc la science collaborative, comment est-ce qu'on l'a faite ? On est allé chercher le public pour travailler directement sur les échantillons qui avaient été prélevés en mer et au niveau des plages. Et là, on avait un double intérêt. D'abord, quand on fait une étude comme ça sur le sable et sur la qualité du sable, donc on fait de la granulométrie, on passe les échantillons dans une colonne de tamis, ça permet de savoir si le sable est très grossier, pas très grossier, s'il y a des grains de divers tailles. Mais après, surtout, on va regarder la nature de ces grains. Et donc pour faire ça, le protocole, c'est de regarder 300 grains et de les identifier. Donc là, c'est très très long, et moi toute seule, j'y aurais passé des jours et des jours et des jours et des jours. En revanche, c'est pas très compliqué à faire, à condition d'avoir été formé avant, et donc là, ça devenait très intéressant de faire participer des gens qui, du coup, permettaient de traiter les échantillons, et moi, je les formais, je faisais ma part de boulot aussi, mais après, derrière les personnes qui avaient travaillé, simplement, je vérifiais qu'ils ne s'étaient pas trompés. Tout était dans des petits sachets bien triés, donc c'était très rapide pour moi de vérifier que c'était bon. Et là, on a pu traiter comme ça une quantité d'échantillons phénoménale. Et donc là, voilà, les personnes, non seulement ont reçu une formation, mais en plus, elles ont participé de manière très active au traitement de la donnée. Et alors après, on est allé encore plus loin, parce que en faisant ces ateliers, on s'est rendu compte que les gens, quand ils regardaient le sable à la loupe binoculaire, vraiment, ça les faisait vibrer, ça leur donnait des envies de poésie. Et donc on s'est dit, quand même, ça serait hyper chouette qu'on arrive à allier ces ateliers de tri du sable, qui sont quand même assez fastidieux, ça dure toute une matinée, à quelque chose de plus poétique. Donc on a mis en place des ateliers d'écriture à la suite. Donc c'était le matin, tri du sable, l'atelier écriture l'après-midi, et ça nous a permis comme ça de faire les podcasts qu'on avait appelés 30 nuances de sable, et qu'on a valorisé pendant la fête de la science 2022. Donc je vous invite à aller les écouter, c'est sur le site de Neptune FM, donc la radio locale de l'Île-Dieu, et c'est très chouette parce que justement ça a permis à tout le monde de participer, de produire des textes, et en même temps, nous, ça nous a donné un support pour expliquer justement ce qu'on avait compris d'un point de vue scientifique de la dynamique des sables autour de l'île. Et donc ça a permis de faire de la valorisation scientifique, mais d'un point de vue aussi artistique. Alors ça, on l'a fait avec des adultes, donc pendant les ateliers Les yeux dans le sable, mais on l'a décliné aussi avec les collégiens de l'Île-Dieu, et ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. On a proposé aux collégiens de participer à des ateliers scientifiques mensuels pendant plusieurs années,
vraiment de se positionner, de se placer aux côtés des scientifiques, de se poser eux-mêmes les questions de recherche et d'aller chercher avec des moyens simples à répondre à leurs propres questions. Et donc ça, c'est quand même vraiment hyper important de montrer qu'effectivement, la science, pour un collégien, la science, c'est toujours quelque chose qui se passe au pôle Nord, ou je sais pas trop où, hyper loin. Et lui, ça ne le concerne pas, il est juste dans sa salle de sciences où il y a des paillasses. Voilà. Et là, on leur a montré qu'on pouvait vraiment, avec des moyens très simples, faire de la vraie science chez eux, sur leur propre plage. Et je crois que, enfin on le verra plus tard, mais ça a un petit peu changé la donne. Donc c'était important. Alors, Michel parlait aussi tout à l'heure de moyens numériques. C'est aussi quelque chose qu'on a développé à l'IDIE en mettant en place une application smartphone. Alors, l'application smartphone, elle n'est pas encore tout à fait, elle n'est pas encore disponible sur les stores. En revanche, donc, tout le protocole et les tests ont été faits sur l'IDIE depuis 2018. Et c'est donc une application qui nous permet de reconstruire en 3 dimensions les sites qui sont en érosion. Donc à l'IDIE, on en suit 9. À Noirmoutier, maintenant, depuis l'année dernière, on en suit 1. On en a suivi aussi pendant 1 an 4 en Côte d'Armor. Et puis, on en a qui sont suivis aussi au Spitzberg et maintenant à Ouvéa et à Mayotte. Donc ce protocole, il permet en fait à n'importe qui se promène sur la plage et qui est équipé d'un smartphone de récupérer, enfin de prendre des photos sur la plage et de nous les envoyer de manière à ce que nous ensuite on puisse reconstruire avec une grande fiabilité le site en 3 dimensions à partir des photos et qu'on puisse comme ça chaque mois, chaque semaine, pourquoi pas chaque jour si vraiment on voulait, suivre l'évolution de l'érosion côtière sur les sites. Alors, le site que je vais vous montrer maintenant, ça va être une petite vidéo. En fait, c'est la plage de Kerchalon. Donc, c'est celui que vous voyez là-bas à gauche d'un point de vue, on va dire, au sol. Et maintenant, je vais vous demander juste d'imaginer qu'on prend un drone et qu'on s'élève un petit peu au-dessus du site. Donc, on va le voir maintenant en plongée. Pardon. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais faire défiler la vidéo, ce qui va vous montrer un petit peu l'ensemble des modèles numériques qu'on a pu faire. Donc celui que vous voyez en gris en dessous, c'est le modèle de référence, celui qui a été fait le 18 août 2018. Et puis après, en fausse couleur, vont se surimposer tous les modèles qu'on a fait depuis. Et donc ici, vous avez l'échelle de couleurs. Donc plus on va aller vers du négatif, plus on aura eu de l'érosion côtière. Et plus on ira vers du rouge, plus au contraire on aura des sédiments qui se seront accumulés par rapport au modèle de référence. Hop, j'espère que ça va bien se lancer. Voilà. Est-ce que ça... Non, ça fait... Je vais essayer. Voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, donc ça c'est simplement pour vous montrer effectivement que grâce à la participation du public, donc je vous ai dit l'application smartphone elle n'est pas encore en place, mais par contre on a pu former sur le territoire des gens pour faire sans l'application. L'application elle fait que guider les gens sur le terrain, mais donc avec une formation on peut faire la même chose. Et donc ça c'est l'ensemble des modèles qui ont été générés au fil du temps depuis 2018 sur le site de Kerchalon. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo, c'est pas nécessaire. Moi ce que je voulais vous montrer, si je peux revenir un petit peu en arrière dessus. Ici. Non, ça marche pas. Alors, je vais sortir de mon téléphone, excusez-moi. Non, je ne veux pas non plus. Ça va là. Maintenant, ça va. Si c'est là. Oui, voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'est le tout premier modèle qu'on a fait avec un smartphone. Donc il est ouvert. Vous voyez, il est vraiment autour de entre 0 et 5 cm par rapport au modèle de référence, ce qui est tout à fait normal puisqu'on les a fait le même jour. Donc jusqu'ici, tout va bien. Notre 3D est bonne et effectivement, le modèle de référence fait avec un scanner laser et le modèle récupéré avec un smartphone
par le protocole sont bien en accord l'un avec l'autre. Donc ensuite, je vais vous montrer simplement, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, ici vous voyez des cuvettes, en réalité il y en a 3. Et alors ces cuvettes, jusqu'à maintenant, elles sont relativement inoffensives. Hop. Et maintenant, on va commencer à faire défiler le modèle. Et vous voyez que dès mai 2019, et alors, on avait même le modèle juste encore avant, hop. Voilà, dès novembre 2018, au niveau de ces cuvettes, ces cuvettes, elles ont été remplies par du sable. Et ici, ça s'est effondré. Ça s'est effondré beaucoup, hein, c'est vraiment tout un paquet de sable qui est tombé. Et puis, qui s'est accumulé sur les cuvettes qui étaient en dessous. Alors ça, en tant que scientifique, moi je me serais longtemps posé la question de qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Si le jour où on a fait le scan de référence et qu'on a fait les tests avec le smartphone, on n'avait pas eu une dame qui habite juste à côté de la plage et qui nous avait pas dit « Mais là, vous voyez les trous là? Ça, c'est 3 personnes qui sont venues regarder le feu d'artifice il y a 3 jours. » Et bien effectivement, en fait, ces cuvettes-là, c'est des traces de fesses. C'est des gens qui sont venus s'asseoir à cet endroit-là. Et en fait, le fait qu'ils aient creusé ces trous à même la falaise dunaire, et ben, ça a provoqué vraisemblablement l'érosion qui est venue juste au-dessus. Alors ensuite... Il faut mettre des bancs, oui, peut-être. En tout cas, non, voilà, ce que ça illustre, c'est vraiment cet apport du grand public, parce que nous, en tant que scientifiques, on ne peut pas être partout tout le temps, et effectivement, des fois, on risque d'avoir des interprétations, notamment justement d'un point de vue environnemental, qui sont erronées, tout simplement parce que les observations de très haute fréquence, on ne peut pas les faire. Et là, moi, si cette dame, elle ne m'avait pas expliqué ça, j'aurais cherché parce que je me serais dit, mais comment ça se fait qu'entre août et novembre, on a eu cette chute? Alors que par contre, donc ensuite, quand tout le gros morceau là s'est effondré à côté, ça, je le relis très très bien parce que ça tombe pile poil au moment de la tempête Fabien. Donc là, je me dis, ok, intempérie, hop, il y a un morceau, il y a un pan de dune qui dégringole. Mais la partie à droite, j'aurais pas pu l'expliquer, alors qu'en fait, l'explication, elle est toute simple et très bête. Mais toujours est-il qu'à la fin, la combinaison de la tempête Fabien plus des 3 personnes qui sont venues regarder le feu d'artifice, ça fait quand même 5 ou 6 mètres cubes de dunes qui ont dégagé sur ce site-là. Et aujourd'hui, bien plus. Hein. Là, encore une fois, je ne vais pas au bout de la vidéo, mais aujourd'hui, on est vraiment sur un site en très très forte érosion, et à chaque fois qu'on a des intempéries, en fait, le haut de la dune dégage. Ça aussi, c'est un résultat important. Finalement, les riverains sur ce site-là, ils ne demandent qu'une chose, c'est à ce qu'on enroche, à ce qu'on protège le bas de la dune. Mais c'est le haut de la dune qui tombe. Le bas de la dune, même quand il y a de la mer, finalement, il bouge très peu. Et les vagues ne font que récupérer le sédiment qui est tombé du haut de la dune. Donc ça montre bien qu'en fin de compte, il vaut mieux favoriser le couvert végétal sur le dessus de la dune que venir enrocher son pied. On fera beaucoup moins de mal d'un point de vue environnemental et ce sera beaucoup plus efficace. Alors je ne sais pas très bien comment passer à la suite. Hop, si je fais comme ça... Ah bah ouais, impeccable. Alors pour poursuivre sur mon histoire de collaboratif, ce protocole, on a vraiment cherché à le tester en lui-même de manière collaborative. Donc on a vraiment invité les gens à venir avec leur propre smartphone, des smartphones super dernière génération comme des vieux zinzins d'il y a hyper longtemps, mais on a pu tester comme ça sur tous les smartphones possibles et imaginables, et finalement on a montré que les dernières générations, c'était pas forcément celles qui donnaient les meilleurs résultats, et que effectivement avec un smartphone tout à fait moyenne gamme, on s'en sortait très bien. Alors je vous disais tout à l'heure qu'on suit un site sur Noirmoutier, et donc ce site sur Noirmoutier, c'est le site de la Martinière. Et vous avez vu que les modèles 3D, l'interprétation des modèles 3D, c'est pas forcément simple et trivial, et
et c'est pas forcément très joli non plus. Donc pour rendre ça plus accessible au grand public, pardon, merci, on a fait une visite virtuelle donc qui vous permet d'aller vraiment visiter le site en 3 dimensions et avec des panoramas à 360 degrés. Et du coup d'avoir toutes les explications qui vont avec, justement sur la géologie, sur la construction du port Morin qui n'est pas très loin, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est sur le site de la communauté de communes. Elle est aussi sur le site de l'OSUNA, donc elle est tout à fait accessible à tous. Voilà, alors je passe tous les exemples, toutes les autres réalisations qu'on a fait au sein du projet Odysseus. On a fait des émissions de radio, on a créé des géomaquettes qu'on a montrées dans diverses occasions, on a fait plein de réunions publiques pour parler de sites, des différents sites qu'on suit. On a fait une exposition qui s'appelait Chimère du paysage, donc qui était vraiment une expo art-science sur la géologie de l'île-Dieu. Et je vous montre maintenant juste un dernier truc sur le projet Odysseus, parce que ça me semblait quand même vraiment important de le montrer, parce que ça montre justement l'engrenage qui peut amener à des découvertes quand la population, les municipalités ou les observatoires locaux et les scientifiques travaillent en réseau. Alors, ce qu'on observe là, c'est donc un affleurement de tourbes. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, et c'est apparu sur la plage des Sapins à l'issue du confinement. Donc quand les gens ont été déconfinés, qu'ils ont enfin pu accéder aux plages, sur la plage des Sapins, ils ont découvert comme ça un espèce de truc noir qui était posé sur le sable. Et donc évidemment, ils ont fait ni une ni deux, ils ont appelé la mairie en disant « c'est inadmissible, il y a du pétrole partout sur la plage, faites quelque chose, intervenez ». Alors heureusement, au service environnement à l'île-Dieu, les personnes, les agents sont venus voir et se sont dit « bon, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça n'a pas l'air d'être du pétrole. Et puis surtout, on a des géologues qui travaillent sur l'île, donc on va les appeler, on va leur demander de venir voir. » Donc moi, je suis allée voir de quoi ils retournaient le 29 mai 2020. Et voilà ce sur quoi je suis tombée. En fait, on a donc une plaque de tourbe sur laquelle on a des empreintes de vaches et on a des traces de roues. Et quand on a fait les datations, parce qu'évidemment on a échantillonné, quand on a fait les datations, on s'est rendu compte qu'en fait ça a 3000 ans cette affaire. Et donc on avait découvert un site archéologique et il n'était pas question évidemment de l'enlever à coups de pelleteuse en se disant que c'était de l'horrible pétrole. Par contre, la dynamique sédimentaire qui avait emmené à décaper et à enlever le sable de la plage et qui avait découvert ça, très rapidement, elle a réensablé ce site, donc il était important aussi de le documenter très rapidement. Et donc là, c'était intéressant qu'on ait justement cette capacité de frappe scientifique de l'OSUNA qui a permis de faire venir très rapidement des collègues et justement de documenter très vite ce site à partir de sa découverte, parce que 2 mois après, il n'y avait plus rien, on ne voyait plus rien. Et donc quand on a fait ça, on a fait venir tous les collègues et puis on a ouvert les investigations au public. Et ça nous a permis, comme ça, de discuter avec un maximum de gens et notamment, j'espère beaucoup, susciter des vocations avec ce jeune homme-là qui nous a pas quittés pendant 3 jours. Il est revenu plusieurs fois. Il a fait lui-même des carottages. Il était très très content, très très fier. Et j'espère pour lui qu'il va continuer par la suite. Malheureusement, on n'a pas gardé le contact, mais voilà. Alors juste pour vous montrer, ça c'est l'ampleur un peu des investigations qu'on a menées sur l'île-Dieu. Donc on a fait de la prospection géophysique, de l'étude sédimentaire. Donc ça, tous les points qu'on a là, c'est des échantillons qu'on a prélevés, qu'on a stockés. Voilà. Et puis on est allé aussi sur le terrain de la science sociale parce que c'est bien beau d'étudier l'érosion côtière, mais si tout le monde s'en fiche, bon, finalement tout va bien. Donc c'est important de voir aussi ce que les insulaires eux-mêmes pensaient de ce phénomène et comment ils le percevaient. Alors ça, c'était pour le projet Odysseus, et je vais passer maintenant au projet Odysseus. Rassurez-vous, je vais aller plus vite. Simplement, donc, en 2022, donc, le projet Odysseus tirait à sa fin pour la partie, j'allais dire, la partie financée. Parce qu'évidemment, quand on met en place des suivis scientifiques, l'idée c'est qu'ils perdurent dans le temps. C'est pas juste que ça dure 2 ans et puis après c'est terminé. Donc les suivis, comme le suivi Sentinelle de la côte, ils sont toujours en cours à l'île-Dieu.
Mais ensuite, voilà, se poser la question de, une fois qu'on a toutes ces données, comment est-ce qu'on fait pour traduire ça en actes sur l'île, pour voilà, mettre en place une cartographie des enjeux et des risques et travailler sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur vis-à-vis des différents scénarios que nous propose le GIEC, par exemple. Et évidemment, quelles seront les implications d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique, d'un point de vue juridique. Et puis, parce que finalement, on est beaucoup mieux quand on travaille à plusieurs, on s'est dit, mais ça sert à rien de le faire juste sur l'île Dieu, il faut le faire sur plusieurs îles françaises, qui permettent comme ça de balayer tout un panel de cas de figure, et d'essayer de voir comment chacune de ces îles, avec ses propres spécificités insulaires, va réagir par rapport à la hausse du niveau marin et au changement climatique. Donc là encore, hein, on touche complètement à la transdisciplinarité. Moi, en tant que géologue, à l'heure qu'il est, je co-encadre une thèse en économie. Si on me l'avait dit il y a 5 ans, j'y aurais jamais cru, mais si, je vous assure, c'est vrai. Et en plus, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, donc on a cherché à décliner ça sur d'autres îles, et on est allé chercher Noirmoutier, évidemment, c'était logique, on était un peu en miroir, j'ai envie de dire, avec Noirmoutier, mais on est allé aussi donc chercher Mayotte et Ouvéa. Alors pourquoi on est allé chercher ces îles-là spécifiquement? C'est vrai qu'à l'île-Dieu, on fait partie de l'AIP, donc on aurait pu aller chercher d'autres îles du Ponant, mais en définitive, on s'est axé sur ces 3 îles-là parce que c'était 3 autres îles où il y avait déjà de la science collaborative qui était faite sur le territoire. Et donc où les citoyens étaient déjà, d'une certaine façon, un petit peu accoutumés. Encore une fois, on apprend tous ensemble, et là, ça permettait de partir avec des communautés qui avaient déjà un petit peu appris, alors peut-être différemment, peut-être voilà, sur d'autres sujets, mais au moins on partait sur une dynamique qui était un petit peu partagée. Et voilà, et donc on a cherché à mettre en réseau finalement ces 4 îles-là, à partager notre expérience sur l'île Dieu, mais aussi à partager donc les expériences collaboratives des autres îles. Alors, en s'appuyant sur l'expérience d'Odyssée et IE, on s'est dit il faut qu'on ait un gros axe sur les scolaires, qu'on travaille énormément avec les scolaires, qu'on mette en place évidemment d'autres choses pour les adultes, donc des ateliers notamment de concertation. Et puis on s'était rendu compte aussi que les trentenaires, par exemple, on avait beaucoup de mal à les réunir. D'ailleurs, on voit bien que c'est pas très nombreux aujourd'hui. Donc quand on met en place des ateliers de concertation, très souvent, les trentenaires, on les a pas. Et par contre, on arrive à les toucher en faisant des jeux sérieux. Donc on a cherché à développer cet axe-là, en plus de tout ce qu'on faisait déjà. Et puis on a continué à poursuivre les actions art-sciences, parce que là aussi on se rend bien compte que c'est extrêmement efficace pour faire percoler la science au sein du territoire, de s'associer à des artistes, et pas forcément à des artistes internationaux, tout ça, mais plutôt au contraire aux artistes du territoire qui sont connus et qui sont reconnus sur le territoire. Voilà, donc pour vous donner quelques exemples d'actions récentes sur ces 4 axes, donc on a déployé des suivis du trait de côte avec les collégiens à Ouvéa et à l'île-Dieu, et donc maintenant ils vont échanger sur leurs résultats. On a donc mis en place des ateliers de prospective sur l'île-Dieu et progressivement donc sur les 3 autres îles, où vraiment on propose aux gens de faire un point sur la situation de certains sites sur leurs îles et de se projeter dans le futur pour essayer de voir qu'est-ce qui va changer. On a donc développé plusieurs jeux sérieux, dont le jeu Agir ou Subir, qui vient d'être testé sur Noirmoutier là, le 17 mai dernier. Je ne sais pas si vous y étiez. Oui? Non? Si? Voilà, et puis donc on a fait des divers projets art-sciences, donc le projet Peau Commune par exemple pour les adultes, et puis le projet Soutine-nous l'île pour les enfants. En termes d'actions récentes, donc pour terminer, là en ce moment sur l'île Dieu, on mène des ateliers, donc on s'est fixé sur 2 sites, le port de l'île Dieu et un des marais. Et donc on regarde tous ensemble de manière collective quels sont les enjeux qui vont être impactés par la hausse du niveau marin et quelles sont les solutions qu'on peut réussir à trouver
Alors vraiment des solutions de territoire, hein. Il ne s'agit pas... en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le terrain, on a regardé tous ensemble quels étaient les problèmes qui risqueraient de se poser. On a fait venir une personne de La Rochelle. À La Rochelle, ils sont très très en pointe sur la protection du littoral. Ils ont un dispositif qui est fantastique sur tout leur linéaire côtier. Donc on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va pouvoir s'inspirer de ça pour proposer des solutions qui soient vraiment de l'île-dieu, quoi, hein. Et donc là, on va faire le week-end prochain, le 22 juin, le dernier atelier sur ces 2 sites ateliers. Et je pense qu'on arrivera à sortir vraiment des solutions innovantes et qui sont vraiment issues du territoire. Alors je vais passer là-dessus très rapidement, c'est juste pour vous montrer que pour faire tout ça, on a mis à disposition des nouveaux outils et vraiment là, on s'appuie sur les outils numériques. Et donc justement là, par exemple, la cartographie numérique, ça c'est quelque chose qui permet à n'importe qui veut participer à l'atelier d'aller voir la cartographie et de pouvoir rajouter éventuellement ses propres connaissances sur une carte. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'était pas si évident que ça de trouver le bon outil. Et en même temps, c'est là encore un outil de partage de connaissances incroyable. Voilà, et puis donc voilà, pour conclure, je pense que tous ces exemples-là, ils illustrent très très bien le cercle vertueux dont parlait Michel tout à l'heure, hein, où on met à disposition par l'intermédiaire de ces projets toute la force de frappe scientifique d'une université, là en l'occurrence l'université de Nantes, au service d'un territoire. Et par l'intermédiaire de recherches transdisciplinaires, on arrive comme ça à intégrer plein de parties prenantes différentes et à les faire rentrer dans ces projets, que chacun y trouve son intérêt et finalement à réfléchir tous ensemble à des solutions qui sont pertinentes pour le territoire de l'île-dieu, pour les territoires insulaires. On sait que c'est des territoires qui sont plus contraignants que les autres parce que justement ils sont insulaires, parce qu'il y a des cultures qui peuvent être différentes d'une île à l'autre. Et malgré ça, justement, quand on se focalise là-dessus et qu'on voit ça comme une richesse et non pas comme, j'ai envie de dire, un emmerdement supplémentaire, en définitive, on arrive à trouver des solutions qui sont belles et qui sont réellement innovantes. Alors, pour faire ça, la clé, finalement, je reviens à ce que je vous disais au début, hein, c'est de multiplier les portes. Il faut trouver comment faire pour toucher les gens sur les territoires. Et c'est vrai, on voit bien quand on parle de GIEC, etc., bon, les gens ils disent oui, super, le GIEC, on en entend parler à toutes les sauces, et puis on ne sait pas très bien finalement en quoi ça nous concerne, on ne sait pas très bien le lire, on ne sait pas très bien... Voilà. Donc c'est important d'aller au niveau local, d'aller trouver comment faire pour toucher les gens en utilisant la presse locale, la radio locale, les réseaux sociaux locaux, éventuellement des sites internet. En multipliant aussi les occasions et les lieux, parce que c'est vrai que tout le monde ne va pas forcément aller à la fête de la science. Tout le monde ne va pas forcément sortir et préfère avoir de l'info qui lui arrive directement à la maison. Donc voilà, chacun a ses propres marottes, ses propres centres d'intérêt et ses propres habitudes. Et il faut réussir à trouver comme ça toutes ces portes. Et là-dessus, c'est important justement d'être dans le territoire et je pense vraiment, sincèrement, que ça ne pourrait pas être fait uniquement depuis l'université de Nantes et que le fait que moi je sois implantée sur l'île-dieu, directement au contact des gens, des associations, etc., c'est vraiment un atout majeur et c'est pas évident à défendre au niveau académique, mais malgré tout, je crois que c'est vraiment une des clés du succès de ces projets-là. Alors, je ne fais pas partie des gens qui ne montrent que les points positifs, donc je voulais aussi vous montrer à quel point des fois ça peut être difficile et à quel point il y a des points de blocage justement qui apparaissent. Donc évidemment, le financement de ce type de projet est extrêmement compliqué, la mobilisation des acteurs locaux c'est compliqué. Paradoxalement, et j'ai presque envie de dire à notre grande honte, la mobilisation des chercheurs, c'est pas toujours évident non plus. C'est extrêmement frustrant et ça peut être source de tension, c'est des problèmes de calendrier. Les chercheurs, quand ils travaillent sur plusieurs années. Les gens sur le territoire, ils apportent quelque chose, ils veulent un retour très rapide. C'est pas forcément évident d'arriver à faire
se comprendre ces deux types de parties prenantes. Donc là-dessus, il y a vraiment un gros travail à faire, et encore une fois, c'est apprendre à travailler ensemble. Et ça se fait sur le temps long, et c'est aussi pour ça qu'il faut des implantations et la pérennisation sur les territoires d'infrastructures qui permettent ces liens entre les universitaires et le territoire en lui-même. Voilà, il faut que ça s'inscrive dans quelque chose de long, parce qu'on ne peut pas juste arriver et se dire ok, on va faire un projet pendant 3 ans, on va tous travailler ensemble, ça va être super, ça ne peut pas marcher. Par contre, on peut travailler ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et là il y aura des choses vraiment fécondes qui vont en sortir. Et je conclurai sur cette note, par contre très très positive et dont on est très très fiers. Voilà, depuis 2018 qu'on travaille avec les collégiens, on en a vu passer plusieurs promos. Et aujourd'hui, certains d'entre eux, et maintenant un sacré paquet finalement, sont revenus vers nous après avoir fait des ateliers avec nous. Alors que ce soit Sacha après avoir fait des ramassages de déchets de plage, ou Guillaume après avoir travaillé sur la composition des sables autour de l'île-Dieu, tous sont revenus plusieurs mois après, plusieurs années après, vers nous pour nous demander de travailler à nouveau avec nous, parce que ça avait du sens pour eux quand ils font leurs études. Là, je pense à Johan par exemple, qui termine là dans les prochains jours son stage de Master 1 avec nous, et qui d'ailleurs va être à l'origine d'un très joli atlas interactif des sables autour de l'île-Dieu. Voilà, ça a du sens pour les anciens collégiens de l'île-Dieu de revenir faire de la science à l'île-Dieu. Et ça, j'avoue que vraiment, c'est une belle victoire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Elsa, reste ici pour cette extraordinaire présentation où je découvre ce que c'est que la science collaborative. Vraiment, pour moi, c'est exceptionnel. Vous avez montré des plages. Est-ce qu'on peut tracer le mot? Est-ce qu'on peut savoir si le sable il vient de là ou de là? Est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, alors ça, c'est justement, c'était l'objet du travail de Johan. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, mais oui, alors après, c'est pas miraculeux non plus. Ça le serait si chaque zone, chaque secteur avait une minéralogie particulière, par exemple. Là, on pourrait tracer beaucoup plus facilement. Bon, là, on n'est pas là-dessus. Mais néanmoins, on voit effectivement des tendances, des mélanges entre différents types de sable, par exemple, je pense au site de la Gournaise, où le sable de dune n'est pas du tout le même que le sable de plage. Et donc ça fait référence en fait tout simplement à l'histoire, c'est-à-dire que la dune de la Gournaise, en fait, elle a été formée probablement il y a plusieurs milliers d'années, et aujourd'hui, elle a beau être collée à la plage, en réalité, il y a peu d'échanges entre les deux, et les deux types de sable sont différents. Donc là, oui, dans ces cas-là, on peut arriver à tracer. On fait appel à des méthodes statistiques et à ce genre de choses, mais oui, on peut. On ne peut pas ensemencer un bout de plage avec du verre pilé qu'on connaît bien, qui n'est pas dangereux, et puis attendre, quoi. Et puis après, on le voit. On pourrait le faire avec de la fluorécéine ou avec ce genre de choses-là. Mais encore une fois, là, on arriverait à plutôt des expérimentations scientifico-scientifiques où on va. Enfin, voilà, ça coûterait beaucoup plus cher. Mais ça serait envisageable et ça serait hyper intéressant, bien sûr. Bien sûr. Et ce sable, il est constitué de quoi? Il y a du quartz, il y a du granit, il y a quoi? Oui, et alors, c'est du fer, en réalité, autour de l'île-Dieu, on a 3 gros pôles. On a donc du quartz, effectivement, bien propre, bien nettoyé, j'ai envie de dire assez loin de la source de production, en fait. On a des lithoclastes, donc effectivement des morceaux de roches qui ont été arrachés à l'île et qui traînent un peu partout. Et puis on a la composante biologique, donc toutes les coquilles. Et qui sont en fait à certains endroits hyper nombreuses. Et là-dessus aussi c'est très intéressant parce qu'on voit bien que quand on parle de biodiversité, on ne se rend pas compte, mais en fait on parle aussi de sable. Et les microplastiques? Alors les microplastiques, on en a aussi, ouais. Mais, ça a une influence sur non, ça n'a pas d'influence, pas les microplastiques. Après, par contre, on les suit aussi. Tout à l'heure, je parlais de ramassage de plage. Donc, tous les mois, avec les collégiens, on va faire un ramassage de plage et les données sont remontées au niveau national et au niveau européen.
Donc on participe vraiment au réseau européen. Et oui, là, enfin, voilà, ça fait partie des choses qui nous concernent parce que quelque part, ces microplastiques, ces plastiques qui sont dans l'environnement, ça reste aussi des particules et maintenant ils sont intégrés au sable. Donc d'une certaine façon, ils font partie du sable. Dans vos études, on voit bien que vous arrivez à mettre en évidence les effets des événements entre guillemets naturels et climatiques. Est-ce que vous avez réfléchi ou est-ce que vous avez pu mettre en évidence aussi les effets de l'activité humaine? Oui. Alors, il y a une chose qui me vient à l'esprit et que tout le monde connaît ici, c'est par exemple le parc éolien au large de l'Île-d'Yeu. Est-ce que vous avez mesuré des impacts liés à cette activité-là? Alors, l'impact du parc éolien, comme il n'est pas encore construit pour l'instant, on va dire que non. En revanche, l'inventaire des sables, pourquoi on a fait autant d'échantillonnage de sable autour de l'Île-d'Yeu, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que finalement, si, que ce soit le parc éolien, mais que ce soit aussi les extractions de granulats un peu plus loin, ou tout autre projet dans le futur, hein, on peut envisager pas mal de choses au niveau régional. Si on n'a pas fait cet état des lieux environnemental, on n'aura que nos yeux pour pleurer, entre guillemets, parce qu'on ne pourra pas le démontrer. Alors que si par contre, cet état des lieux, a priori inutile peut-être aux yeux de certains, il n'a pas été fait, bah voilà. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette acquisition de données et cette science fondamentale, en fait, qui peut, à un moment donné, d'un seul coup, devenir très, très, très appliquée. Oui. Oui, j'ai mis d'abord. C'était vous le premier. On travaille dans la maison l'un et l'autre. Patrice Bonafos, moi je suis à l'élu municipal à la Guérinière et aussi à la Comcom. Et je voulais rebondir sur votre observation, sur les liens entre l'université et les collectivités. Et je voulais vous signaler, mais vous le savez peut-être, mais la communauté de communes de l'Île-Armoutier a des relations très sérieuses et très fortes avec l'université de Nantes, et on se réjouit de ce partenariat qui fait qu'on cofinance avec l'université de Nantes une thèse de doctorat confiée à une jeune doctorante qui travaille et qui réfléchit justement sur le transfert du sable autour de l'île, puisque notre problème c'est qu'effectivement c'est comprendre pourquoi le sable de Hervaudière se retrouve 3 ans plus tard à Barbâtre en ayant fait des petites étapes à l'Épine et à la Guérinière. Et donc, effectivement, cette thèse, on aura bientôt ses résultats, mais on se réjouit de ce partenariat avec l'Université de Nantes. On a aussi un partenariat avec l'Université de Nantes pour les 3 stations. Alors, le mot anglais, c'est Costa, moi je vais dire cliché de côte, qui, comme vous l'avez signalé, l'Île-d'Yeu, alors nous, effectivement, on a des supports fixes sur lesquels, effectivement, les passants peuvent fixer leur portable sur 3 plages stratégiques, à savoir une plage de la Guérinière, c'est la plage de la Cantine, pardon, c'est la plage des Dames, c'est la plage de la Linière, puisque les habitants viennent pour demander avoir également cette 3e station. Et effectivement, les résultats sont envoyés à l'Université de Nantes, qui les traite et qui nous renvoie effectivement leur synthèse et leurs commentaires chaque année. Et effectivement, et on travaille également avec l'Université de Nantes sur la gestion du trait de côte à travers un agent de la Comcom qui s'appelle Martin Paillard, qui fait régulièrement des relevés de toute l'île, et effectivement, qui les envoie à l'Université de Nantes. Et on a effectivement cette 3e collaboration avec l'Université de Nantes et on s'en réjouit et on s'en félicite. Voilà, c'était juste une observation. Merci. Oui, évidemment, ça colle tout à fait au sujet évoqué par Patrice. Il se trouve que je suis le maire de la commune où la pression est importante et depuis longtemps. Et quand on parle là finalement de ces observations et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe autour de l'île, même si, quand on est là sur le terrain, on croit comprendre un certain nombre de systèmes de fonctionnement, des courants, et ainsi de suite, et les effets, bien sûr, des coups de vent. Mais quand on voit sa plage disparaître complètement, c'est vrai que nous, qui justement recevons sans doute le sable qui disparaît ailleurs, on a envie d'aider, on a envie de participer et d'effectuer ce qui s'est déjà fait, c'est-à-dire des transferts de sable. Alors, mais on sait que ça coûte cher,
que ce n'est pas la solution, que ça ne sert à rien et que le sable, il revient très vite. Alors, quand j'entendais là, c'est des possibilités quelle possibilité déjà on aurait de teinter pour se dire, le sable finalement qu'on leur a prêté, qui n'est pas notre sable, hein, c'est bien le sable de tout le monde, mais qu'on leur a prêté, est-ce que ce n'est pas celui qui est en train de revenir pour bien prouver qu'effectivement, ça n'est pas la solution, quoi. Alors, la problématique quand même de cette érosion et des effets qu'elle a pour toute l'activité, mais notamment c'est un élément fort de la protection de notre île sur la côte ouest déjà, enfin ce qui nous concerne, on a forcément envie d'aller vite et de savoir vite, quoi. Et comme vous l'avez souligné, ça n'est pas possible, quoi. C'est du temps long. Alors voilà, comment faire? On voudrait bien sûr que cette étude sédimentaire aille vite, mais elle n'apportera peut-être pas toutes les réponses, toutes les solutions, et il faudra encore énormément de temps. Et donc voilà, je souligne le travail qui est fait là sur l'île, mais que bien souvent, dès qu'on parle de transfert, on a, c'est normal, des réactions, et pas des réactions pour dire on veut garder notre sable, surtout pas, c'est pas ça, mais parce que c'est quand même remettre par endroit aussi en question la stabilité de notre milieu, sa vie, ce qui s'y passe. Et ça aussi, on ne sait pas. On sait mal ce que ça donne. Mais moi, j'ai beaucoup de réactions là où je veux être généreux envers mes collègues. Voilà. C'est vrai, et je le confirme. Alors là-dessus, je pense que je peux vous déculpabiliser quand même. À Barbâtre, vous êtes des passeurs. Vous recevez le sable, mais vous en donnez aussi. Et effectivement, ça, c'est une dérive littorale qui se fait de manière tout à fait naturelle. Et je pense que chercher à reprendre le sable de Barbâtre pour le remonter plus haut, en fait, quelque part, c'est léser Noirmoutier, la Barre-de-Mont, et voilà. Et donc, qui pourrait aussi avoir des réactions assez vives en disant. Donc, on se détend. Je pense que la thèse d'Iman, effectivement, va vous apporter quand même vraiment des choses intéressantes. Donc ça, c'est très chouette. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut absolument que ces résultats scientifiques ils soient transmis et qu'ils passent dans la culture de l'île de manière à ce qu'effectivement les gens du territoire comprennent véritablement ce qui se passe. C'est pas si compliqué que ça finalement, mais il faut prendre le temps de l'expliquer et de le réexpliquer à l'occasion parce que effectivement sinon on peut avoir des fois des réactions qui en définitive semblent très intuitives et qui en fait sont contre-intuitives et faire des erreurs. Un micro. J'ai la voix forte, mais enfin, on peut aussi se servir d'un micro. Donc, moi, c'est une. Bon, d'abord, je voulais vous féliciter de ce que vous faites parce que, au fond, c'est de la culture générale et populaire qui est extrêmement importante, compte tenu du fait que la science n'est pas toujours à l'honneur et c'est une façon de montrer à quoi elle sert. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, ma question, elle était. Et je comprends également que les habitants et monsieur le maire s'inquiètent de la façon dont le sable bouge et s'en va d'une plage à l'autre, etc. Ma question, elle était beaucoup plus pointue. Je voulais savoir si une partie du sable, on va dire de Noirmoutier, vient de la Loire. Et si elle vient de la Loire, il y a des questions qui peuvent être très très intéressantes. Vous savez que les sables de la Loire, suivant l'endroit où ils se déposent, de temps en temps, il y a même de la radioactivité. Il y a un peu de thorium de ci, de là. Et au fond, ça pourrait être amusant, Gilles, il faut que tu t'en occupes, de savoir s'il n'y a pas des petits points de radioactivité de ci, de là, parce que ça peut illustrer en fait des mouvements et des choses comme ça. Enfin, bravo pour ce que vous faites. Oui, absolument. Et en fait, chercher quel type de traceur on peut utiliser pour suivre les mouvements de sable, ça fait partie. Là,
on travaille notamment avec les collègues d'Intecmer à Cherbourg, qui sont spécialistes justement de ce type de traçage, alors chimique, hein, pas radioactif, hein, mais après sur la technique, pas aussi. En tout cas, c'est clair que la thématique, malgré plus de 5 ans, 6 ans de projet, elle n'est pas épuisée, hein, et on a encore du boulot là-dessus. Maintenant, on a beaucoup d'axes de recherche différentes, et justement les aspects économiques et sociaux, et sociétaux de la remontée du niveau de la mer, je pense, méritent vraiment de l'attention aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'on oublie le sable, et ne vous inquiétez pas, on va continuer à chercher. Oui, je pense qu'on va en rester là. On va applaudir Elsa. Merci beaucoup.